Bonsoir à tous et bienvenue au fil des pages. Votre émission littéraire de retour après un moment de pause, hein. Ce retour, c'est pour vous permettre bien évidemment de renouer avec l'univers du livre et vous permettre de renforcer vos acquis. Car comme le dit un célèbre auteur, la connaissance se trouve dans les livres et pas ailleurs. Et pour ce premier numéro de cette nouvelle saison, nous recevons un auteur bien connu de l'univers du livre ici en Côte d'Ivoire, auteur à succès, auteur prolifique. Il a à son actif 7 œuvres et il est le président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Charles Peumont, bonsoir. Bonsoir, Renaud. Merci d'avoir répondu à notre C'est moi qui invitation vous remercie. pour ce premier numéro de la nouvelle saison d'Au fil des pages pour laquelle vous nous faites l'honneur d'être avec nous. Donc, tout l'honneur plutôt pour moi. Et avec vous, bien évidemment, on va parler d'une œuvre que vous avez écrite, votre dernière œuvre en date, qui était un recueil de nouvelles, Pudeur, Passion et Folie. C'est le titre de cette œuvre-là. Je veux dire à nos téléspectateurs tout de suite que les 3 éléments qui constituent le titre de ce recueil de nouvelles sont bien présents dans les 6 nouvelles qui sont dans cette œuvre de 191 pages, bien évidemment, dont on va parler tout à l'heure. Juste avant, il faut savoir qu'au fil des pages, c'est plusieurs articulations et on s'intéresse à la première, le doc littéraire. Et juste derrière, on revient pour échanger avec notre invité. Je suis Arsène Kofi Kouadio, commissaire général du Festival international La Voix des enfants, en abrégé FIVE, également président de l'ONG Jeunesse et Droits des enfants. Il faut dire que le FIVE a été initié dans l'optique de pouvoir célébrer la journée mondiale de l'enfance. Ça a été chaque 20 novembre, l'ONU organise la journée mondiale. Il était important pour nous de permettre aux enfants de la Côte d'Ivoire de pouvoir participer à cette journée mondiale. Et pour nous, l'instrument idéal, c'était la création de ce festival pour leur permettre de se retrouver sur 2 jours en bénéficiant des différentes activités que offre le festival. Et en termes d'activités, il faut dire qu'on a des ateliers, on a des panels sur des thématiques qui concernent les enfants et leur bien-être social. Par exemple, cette année, la thématique c'était engagement public-privé dans la lutte contre le travail des enfants. Et cela a permis à des structures comme l'UNICEF, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le CNDH, qui est le Conseil national des droits de l'homme, de pouvoir se pencher en invitant les ONG, Kwama, ONG Mères Courageuses, et les élèves eux-mêmes étaient présents. Et ça leur a permis en fait de pouvoir échanger sur tous ces aspects et voir dans quelle mesure lutter contre ce phénomène. Et voilà. Et en plus de cela, il y a eu des différents ateliers avec les enfants, des dessins, des peintures, de la robotique, des échanges avec des écrivains, a permis aussi également aux enfants de pouvoir pour la première fois découvrir des écrivains et leur parler de manière physique. Et voilà un peu l'ensemble des activités qui ont meublé les 2 jours du FIVE. Nous avons 5 concours au FIVE. Nous avons le concours de lecture, nous avons le concours de culture générale, le concours de dictée, le concours de slam et le concours de l'innovation enfantine. Alors, il faut dire que le concours de l'innovation, c'est un concours qui appelle la créativité de l'enfant dans divers domaines. Et cela a permis véritablement aux enfants de se retrouver en pleine compétition et pour pouvoir œuvrer notamment à la promotion de l'excellence auprès des enfants. Et comme vous le constatez, ça a eu de l'engouement parce que ça a permis aux enfants de faire montre de leur talent. Et cela pour leurs perspectives. Et je pense que ça a été vraiment très bien organisé. Et ça a été aussi un moment, je dirais, de convivialité, de voir ces enfants prester le slam et voir se faire applaudir par leurs amis. Et c'est ça, en fait, la journée mondiale de l'enfance. Et c'est ça, en fait, le FIVE. Il faut dire que cette 3e édition, nous avons eu des partenaires institutionnels qui nous ont véritablement aidés, notamment l'UNICEF, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. On a également eu les éléments français de Côte d'Ivoire et d'autres partenaires, notamment la Fondation Keynote of Africa, de la première dame Dominique Ouattara, qui nous a mis à notre disposition du Blobus. Et ce Blobus nous a permis de pouvoir faire des ateliers de dessin, pardon, des ateliers de lecture avec les enfants. Et cela a été vraiment une approche capitale. Et il y a d'autres partenaires également qui nous ont apporté leur soutien technique à la réalisation et à la réussite de cette activité, notamment AFSI, et il va citer pas mal de structures. Alors, il faut dire que la difficulté que nous avons, c'est la question de savoir si le FIVE pourrait continuer. Est-ce que la 4e édition du FIVE
pourrait avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'on a véritablement besoin de soutien. Et c'est vrai que ces cités nous apportent déjà un soutien. Mais malheureusement, le Five, c'est vraiment un budget quand même assez énorme parce que ça a des enfants. Il y a la sécurité, il y a la nourriture, il y a les ateliers qu'il faut financer, il y a même les médias, et donc il y a même la logistique. Et il faut dire que c'est vraiment difficile et on ne pourra pas véritablement continuer le Five si on n'a pas de soutien véritable, si on n'a pas surtout de subventions. Et il faut bien qu'on ait des subventions des collectivités, notamment les mairies, qui pourraient également nous inclure dans leur budget, également aussi les différents ministères qui peuvent nous inclure dans leur budget, et même des entreprises, des sponsors qui peuvent également nous épauler. Et même au-delà, même des entreprises de sponsors, il y a des personnalités ou des personnes qui souhaiteraient également aussi apporter leur soutien au Five. Je pense que ce sera une opportunité pour ces personnes et pour nous aussi de pouvoir travailler ensemble. Et donc, le Five a besoin véritablement de personnes, ressources, voilà, prêtes véritablement à apporter un appui financier et même technique pour nous permettre véritablement de pouvoir continuer. Si cela n'est pas le cas, ça sera difficile pour nous, même si on a la volonté de pouvoir continuer de faire la 4e édition. Quand vous regardez les images, vous voyez un peu l'engouement. Regardez un peu les enfants qui expriment leur joie de se retrouver véritablement au Five. Ça me donne envie de continuer. Mais malheureusement, on a de véritables soucis et n'avons pas de subventions et nous appelons vraiment à l'aide pour voir dans quelle mesure soit le secteur privé ou public, des particuliers qui veulent véritablement nous aider, de nous contacter et voir dans quelle mesure ils peuvent aider à ce que le Five ne meure pas, à ce que le Five puisse poursuivre vivre. J'aimerais remercier le commissariat général du Five et une équipe de jeunes avec qui je travaille, mais qui, au four au moulin, travaillent à ce que ce festival soit positionné. Et je voudrais vraiment leur rendre hommage, leur dire merci de vrai davantage pour positionner le Five. Ils sont des jeunes, ils sont engagés et on a tous besoin véritablement de soutien pour que le Five soit l'un des plus grands festivals pour enfants en Côte d'Ivoire et même en Afrique et la sous-région. Bon, on espère que M. Arsène Kouadio va avoir l'accompagnement qu'il souhaite pour lui permettre de continuer avec le Five, cette activité qui permet d'œuvrer dans le sens de l'encouragement de la littérature pour enfants. On a vu les enfants qui étaient heureux de participer à cette activité. M. Peumont, M. Kouadio, il a décrit une situation qui est commune à tous les promoteurs d'activités littéraires. Vous n'êtes pas toujours accompagné. Oui, nous ne sommes pas toujours accompagnés. Et même au niveau du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, dont la 14e édition aura lieu du 14 au 18 mai prochain au Parc des Expositions, ce sont toujours les mêmes problèmes. Oui. L'importance du livre n'est pas toujours perçue par des partenaires institutionnels forts. Heureusement qu'avec l'expérience et le fait de rassembler chaque année entre 100 000 et 120 000 visiteurs par an pour le SILA, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir des partenaires solides, privés comme publics. Oui. Et donc, dans toutes ces activités, c'est d'abord le courage, la passion, la volonté. Une fois que vous êtes bien engagé et que vous êtes persévérant, les partenaires viennent. Mais en même temps, moi, je veux vraiment saluer de telles initiatives. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le SILA, c'est vrai, et le SILA, c'est plus de 70%. De la clientèle, enfin des visiteurs, ce sont des enfants, des adolescents et des jeunes. Cela dénote que l'avenir est promoteur parce que si vous mettez les livres en contact avec les enfants, avec les adolescents, vous êtes en train de garantir une nouvelle génération de citoyens bien formés parce que le véritable savoir se trouve dans le livre. Et donc ces initiatives, comme d'ailleurs le SALEA aussi, qui est le salon du livre pour enfants et adolescents, comme le salon du livre de Cocody, etc., ce sont des initiatives à encourager. Vous nous plongez dans 6 histoires passionnantes qui mettent en scène 6 personnes qui ont 6 défis à relever. Pourquoi toute cette mise en scène autour du chiffre 6, Charles Peumont? Vous savez, souvent, lorsque le génie littéraire se déploie, on n'est pas au contrôle. On n'est pas au contrôle, on n'est même pas au contrôle de notre cerveau. Et donc, c'est vous, les experts, les critiques, qui, avec le recul,
vous pouvez le voir. Au moment où nous écrivions Pudeur, Passion et Folie, nous n'attendions pas à avoir toutes ces déclinaisons en chiffres que vous êtes en train de faire. Oui. Mais c'est vrai qu'avec les échanges qu'on a eus avant l'émission, j'ai trouvé ça assez curieux. Vous avez sorti même un chiffre multiplié, 666, qui est le chiffre de la bête. 6 individus qui vivent 6 situations, oui. Qui leur font relever 6 défis. Oui, parce que dans toute chose, vous savez, le naturel, c'est ce qui vient du diable. Oui. Le spontané, c'est ce qui vient du diable. Le raisonnable, c'est ce qui vient de Dieu. Oui. Mais vous savez que toutes ces histoires ont quand même un fil conducteur, oui. Des relations charnelles. Et donc, il est clair que, bon, on peut peut-être y trouver un peu du diable, donc du plaisir, du désir et de la passion. Et donc, 6 individus, 6 histoires qui ont 6 objectifs. Sérieusement, moi, je ne l'avais pas calculé. Hein. Je ne l'avais pas calculé, mais si cela ressort, je demande aux psychanalystes de m'inviter dans leur divan. Ils vont mieux m'étudier parce que moi-même, j'ai besoin peut-être d'apprendre des choses sur mon propre livre. Bon, en attendant qu'un psychanalyste s'y mette, on va s'intéresser déjà aux 6 nouvelles oui. Qui constituent cette belle œuvre, hein, ce recueil de nouvelles de 191 pages, je le rappelle, hein, qui est sorti aux éditions L'Encre Bleue, dont notre invité est le directeur général. Les 6 nouvelles, ce sont Raïssa n'a pas cédé, L'âge du cœur, Le regard de Béatrice, Cœur d'Aticho, L'inconnu de la colline d'Atiegouakro, Kobaville, oui. Dont vous êtes originaire. Hein. Oui, en fait, Kobaville n'est pas sur Atiegouakro, mais comme il y a 3 ou 4 Atiegouakro, oui. Nous, les Kobavillois, nous mettons toujours Atiegouakro, Kobaville pour montrer que l'Atiegouakro authentique, c'est nous. Voilà. Sinon, je crois qu'il y a 3 ou 4 autres villages qui s'appellent Atiegouakro en Côte d'Ivoire. Mais le Atiegouakro le plus connu, évidemment, c'est le village de Charles Pément, oui. Oui, et puis la dernière nouvelle hein, de ce recueil de nouvelles, c'est une femme peut être enceinte d'un homme et en aimer un autre. Bon, oui. Vraiment, en parlant des défis tout à l'heure, c'est vraiment un véritable défi. Hein. Mais parmi ces nouvelles, Charles Pément, celle qui m'a le plus parlé, c'est Raïssa n'a pas cédé. Voilà, une nouvelle qui met en scène justement les violences faites aux femmes et particulièrement, c'est une affaire d'inceste entre un homme et sa belle-fille, donc la fille de son épouse. Bon, on ne parlera pas peut-être d'inceste puisqu'elle n'est pas la fille biologique. Elle n'est pas sa fille biologique. Mais disons que la thématique, ce sont les abus sexuels sur mineurs dans le cercle familial. Oui. Cela, dans le cas de Raïssa, vient du beau-père. Et parce que il a d'abord mis Raïssa en confiance. Oui. En se comportant avec elle comme un véritable père. Un véritable père. Et cette confiance, après, il en a abusé. Oui. Et c'est pour ça que beaucoup de gens disent que lorsque vous avez eu un enfant avec un homme oui. et que vous êtes séparés, il est mieux de garder le contact avec le père biologique. Oui. Parce que certaines femmes pensent qu'elles vont faire du mal à l'homme en torpillant ce monsieur oui. auprès de l'enfant. Mais en torpillant le monsieur auprès de l'enfant, oui. vous êtes en train de le déséquilibrer de manière sur le plan affectif. Oui. Et donc, c'est ce manque-là qui a fait que Raïssa, qui retrouve en son beau-père le père qu'elle a perdu, le père qui les a abandonnés. Hein, non, en fait, il ne les a pas abandonnés. Ça, c'est la version que la mère a donnée. Oui. Bon, on est dans une nouvelle, on ne peut pas donner tous les détails. Oui. Parce que la différence entre la nouvelle et le roman, c'est que dans un roman, on peut donner plus de détails. Oui. Et donc, le père ne les a pas abandonnés, mais comme la rupture n'a pas été au goût de la mère, elle a essayé de présenter le père comme un monstre. Oui. Et c'est ce qu'elle a dit à sa fille. Du coup, la petite, elle grandit en ayant une idée diabolique du père. Oui. Et donc, du coup, elle se réfugie dans l'amour que le beau-père lui donne. Or, le beau-père, lui, ce qu'il fait, il voit en la petite une espèce de semence qu'il va faire croître oui. et après en consommer le fruit. Et quand Raïssa, elle a autour de, je crois, 15 ans, oui. Lui, non, 17 ans plus tôt, oui. voilà, et il commence et il va jusqu'à dire que lui, il fantasme sur la petite depuis qu'elle est puberte. Et que même, plus grave, vous avez lu dans le livre, oui, voilà, pour pouvoir avoir du plaisir avec sa femme, il pense à Raïssa, il finit par abuser d'elle. Il finit par abuser d'elle et du coup, il fait ce qu'on pourrait qualifier de perversion de la jeunesse. Oui. Parce qu'après ce moment-là, Raïssa devient une autre personne et devient insatiable du sexe. Oui. Et c'est elle maintenant qui va aller combler cela avec d'autres hommes. Et donc, je pense que la destruction est venue à plusieurs niveaux. Oui. La première destruction, c'est le fait que le père et la mère biologique ne soient pas restés ensemble. La seconde destruction vient du fait que la mère
voulant faire du mal au père, torpille le père devant la fille. Et la troisième décision vient du fait que l'homme, le mari, enfin donc le beau-père, celui en qui elle place toute sa confiance, en abuse. Dès cet instant, l'adolescente elle est totalement détruite et elle se livre à elle-même. Et pour connaître le fin mot de cette nouvelle-là, il faut se procurer cette œuvre. Hein. Pudeur, passion et folie de Charles Peumont, on l'a dit. Hein. 6 personnes qui sont confrontées à 6 défis et qui passent par des situations, mais vraiment qu'il faut pouvoir lire pour comprendre. Et puis, il y a L'âge du cœur. L'âge du cœur qui est une nouvelle qui parle d'une histoire d'amour qu'on vit dans l'enfance. On est tous passés par là sans savoir véritablement que c'était des histoires d'amour qu'on vivait. Hein. Oui, parce que chaque fois que le cœur se met à battre, oui. Bon, aujourd'hui on parle peut-être de mariage pour tous, on ne va pas y entrer, mais chaque fois qu'un cœur se met à battre entre quelqu'un d'un sexe et quelqu'un d'un autre sexe, c'est déjà de l'amour. Oui. Voilà, parce que ce battement de cœur, ça prouve qu'il y a un sentiment qui est partagé. Oui. Et donc, dans L'âge du cœur, qui est écrit à la deuxième personne du singulier, oui. c'est le personnage féminin central qui raconte son histoire à son ex amoureux. Oui. Parce qu'au moment où l'histoire s'écrit, il n'y a plus de relation amoureuse entre le narrateur et le personnage principal. Mais ils ont essayé de retracer ce que chacun a vécu, mais en mettant en avant les sentiments des femmes. Parce que souvent, nous estimons que les hommes sont plus sur les questions extérieures, c'est-à-dire le corps, et les femmes sont plus sur les questions intérieures, c'est-à-dire les sentiments. Et donc, l'auteur a estimé que raconter l'histoire de Kenza était plus intéressant, mais évidemment, il y a des intersections, parce qu'après, on retrouve sa propre histoire dans l'histoire qu'elle raconte. C'est-à-dire à quel moment elle devient amoureuse de lui, et lui devient amoureux, et donc il essaie de se situer sur l'échelle pour savoir à quelle position il vient. Oui. Parce que les femmes, c'est vrai qu'elles aiment une personne, oui, mais elles sont capables d'aimer une autre personne si le premier amour a échoué. Et justement, on retrouve ce que vous venez de dire, une femme peut être enceinte d'un homme et en aimer un autre. Voilà, oui, une autre histoire qui m'a un peu bouleversé quand même, oui, parce qu'elle met en avant, je ne sais pas, une sorte d'infidélité, mais qui est assumée par une femme qui est enceinte d'un homme, ouais, et qui en aime un autre, mais à la folie pratiquement. Oui, parce que l'homme dont elle est enceinte, ce n'était pas un homme dont elle était amoureuse. Elle et sa famille. On peut porter la grossesse de quelqu'un. Oui, mais ça arrive. C'est-à-dire que la jeune fille aujourd'hui, surtout certaines jeunes filles, pas toutes les jeunes filles, qui vivent dans des situations sociales assez difficiles, parfois se retrouvent à flirter avec quelqu'un qui apporte plus de moyens. Donc, elle n'était pas amoureuse. Au moment où elle se met avec lui, c'est parce qu'il répondait à un besoin financier. Elle répondait à un besoin parce que c'est une famille de filles uniquement, dont le père est absent et la mère est une ménagère. Donc, comme on le dit en Côte d'Ivoire, chacune se cherche. Oui. Et donc, quand le monsieur qui vient, qui n'est pas si mal physiquement, vient, il y a d'abord un petit attachement. Mais au moment où celui dont elle est totalement amoureux arrive dans le quartier, c'est un véritable coup de foudre. Oui. Mais le problème, c'est que cet homme-là, lui, il ne sait pas au départ qu'elle est enceinte. Oui. Et donc, il courtise la jeune fille qui fait son petit commerce, enfin, la petite vente de pain avec condiment là, oui, condiment financé justement par le marin. Et en plus, celui dont elle est enceinte est un marin, il n'est pas là régulièrement. Donc, quand elle tombe amoureuse de cet homme, qui lui tombe véritablement amoureux de Raïs, non pas de Raïssa, de Edwige de Gesco. Edwige de Gesco, oui, parce que l'histoire est à 90% vraie. Oui. L'histoire à 90% vraie. Justement, on va marquer une toute petite pause et on va parler de ces pourcentages-là tout à l'heure parce que ce n'est pas la seule histoire qui est vraie à un certain pourcentage. On va s'intéresser à la deuxième articulation de cette émission et il s'agit de « Dis-moi ce que tu lis », une rubrique où on reçoit une personnalité qui partage avec nous le livre qu'elle lit au moment où on la rencontre. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs, s'il vous plaît. Alors je m'appelle Philippe Simo, je suis entrepreneur en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs secteurs, parmi lesquels la promotion immobilière, nous construisons des maisons,
mais aussi de la formation. Nous formons des gens à lancer des entreprises et à optimiser la rentabilité de leurs entreprises. Et puis nous faisons aussi de la location de voitures accessoirement. Alors, quel est ce livre que vous avez lu récemment ou qui a laissé une impression durable sur vous? Alors c'est une question difficile parce que moi je lis pas mal quand même et beaucoup de livres m'ont influencé. Et s'il y a un livre qui se démarque un tout petit peu, c'est Power, 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est un livre qui fait à peu près 450 pages, mais qui se lit très potablement. Alors, ce qui est marquant avec ce livre, c'est que c'est un livre qui se donne la mission d'expliquer aux gens comment fonctionner dans un environnement de pouvoir. Chacun de nous est confronté au pouvoir quelque part et voudrait mieux comprendre comment fonctionne ce pouvoir-là pour pouvoir l'utiliser de son côté et pas le subir. Parce que malheureusement, avec le pouvoir, et c'est ce que le livre explique, quand on respecte les lois, on progresse dans le pouvoir et quand on désobéit aux lois, eh bien, on regresse. Alors, c'est difficile de trouver un passage dans ce livre qui soit plus marquant que les autres. Et au début de chaque loi, il fait un petit résumé. Et je vais vous lire ce résumé-là. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents ou vous pourriez obtenir l'effet inverse. Les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Par exemple, cette loi-ci, elle est tellement importante et je vois tellement de gens la briser au quotidien. Quand on arrive dans un milieu où il y a des gens qui sont supérieurs à nous, parce qu'on veut leur plaire, parfois on arrive à égratigner leur aura, égratigner leur impact et ça se retourne généralement contre nous. Et ce qu'il explique dans cette première loi justement, c'est que quand tu travailles quelque part, quand tu es entouré de gens qui sont plus grands que toi, tu dois mettre ton intelligence à leur service et à leur profit, pas au tien. Dites-nous un peu comment la lecture en général a-t-elle enrichi votre perspective ou influencé votre manière de voir le monde? Alors la lecture m'a énormément enrichi à plusieurs niveaux. Moi je suis quelqu'un de très curieux, je lis sur à peu près tout. Je lis sur les couples, je lis sur l'éducation des enfants, je lis sur le business, je suis entrepreneur moi-même, je lis sur à peu près tous les sujets. Et les livres ont ceci de particulier qu'ils nous permettent de nous connecter avec des gens qu'on n'aura jamais l'occasion de rencontrer dans la vie. Des gens qui ont vécu parfois il y a 100 ans, 200 ans et qui ont laissé leur savoir quelque part. Et aller prendre le temps de lire, c'est de l'apprentissage. J'aime souvent dire que le livre, c'est le meilleur moyen de se former moins cher. Ça demande du temps, ça demande de choisir les bons livres, mais quand on tombe sur un bon livre, on gagne des années. Le livre fait voyager, le livre vous permet de vous projeter, d'apprendre de l'expérience des autres et bien évidemment surtout de le pratiquer vous-même. En tant qu'entrepreneur, beaucoup des résultats que j'ai pu obtenir viennent de livres que j'ai lus et dans lesquels j'ai appris des notions pratiques comme celles que je viens simplement d'énoncer. Quels conseils ou recommandations donneriez-vous à nos chers téléspectateurs qui veulent découvrir aussi ce bouquin? Alors en conseil, je dirais aux gens de prendre le temps de lire. Et je sais que quand on voit un bouquin qui fait 450 pages, on se dit mais non, c'est énorme. Non, pas du tout. Lisez 5 pages, lisez 3 pages, lisez même 1 page par jour. Le plus important avec la lecture, c'est de faire 2 choses. La première chose, c'est d'être régulier, peu importe le temps. Prenez même 15 minutes par jour pour lire. La deuxième chose, choisissez des livres qui vous plaisent. Ça, c'est très important. Le problème que beaucoup de gens rencontrent avec la lecture, c'est qu'ils se forcent à lire des choses qui ne leur plaisent pas. Et donc, forcément, ils vont abandonner. Mais si vous prenez un livre qui vous parle, un livre dans un sujet qui est important pour vous, qui est bien écrit, vous allez avoir envie de lire. Parce que le livre, c'est un peu comme les films, c'est un peu comme le cinéma, comme le théâtre. C'est une manière de raconter des histoires. Et donc, si vous tombez sur une histoire qui vous parle, vous allez commencer à prendre goût. Et donc, en lisant une page qui va vous plaire, vous voudrez lire la deuxième, la troisième. Et l'appétit venant en mangeant, vous allez vous retrouver à lire 50 pages, 100 pages par jour au bout de quelques mois. Mais il ne faut pas se mettre la pression, juste se dire « je dois lire ». Et puis je termine en disant que la lecture, c'est ce qui permet de maintenir les gens intelligents. En général, les gens que vous allez écouter qui vont vous impressionner par ce qu'ils disent, ce sont des gens qui sont connectés à la lecture. La lecture, c'est le moyen de garder son cerveau en éveil. Et malheureusement, beaucoup de personnes, une fois qu'elles ont eu leur diplôme, ont arrêté d'étudier, ont arrêté d'apprendre et rabâchent à longueur de journée ce qu'elles ont appris il y a 20 ans, alors qu'avec des livres, elles peuvent continuer d'être intelligentes simplement. Donc si vous voulez être intelligent, ou du moins paraître intelligent, lisez. Alors nous allons jouer à un petit jeu. Mais avant, je voudrais savoir, est-ce que vous lisez des bouquins, des romans d'auteurs ivoiriens ou africains? Ça m'arrive, ça m'arrive. Les romans, ce n'est pas ma section préférée, mais ça m'arrive de lire quand même. Oui, il y a des classiques africains que je lis.
Et oui, donc on va dire oui. Alors, moi, je vais vous donner des noms, des titres de romans ou de livres d'auteurs ivoiriens ou africains et vous allez me donner le nom. Ok, d'accord. C'est un quiz. Ok. Alors, le premier livre est Les Frasques des Binto. Qui est l'auteur des Frasques des Binto? Je crois que là, pour le coup, c'est un auteur ivoirien. Je crois que c'est Amadou Koumarou. Non, c'est l'autre Amadou. Koné alors. Je confonds toujours les deux en fait. Oui, C'est Amadou Koné plutôt. C'est un livre qui a été étudié d'ailleurs, je pense, à l'école, qui raconte une histoire très intéressante. Au fond, c'est celle d'un jeune homme qui a enceinté, on va dire ça comme ça, une jeune fille pendant qu'il était encore sur les bancs. Et ceci s'est terminé de manière assez spéciale pour lui. Et je pense que ce qu'on apprend dans ce livre-là, c'est le fait que parfois, un moment de plaisir peut bousiller toute une vie. Et je pense que c'est super important pour les jeunes d'en prendre conscience, notamment dans notre jeunesse actuelle, qui a tendance à penser qu'on peut faire toutes les erreurs et avoir une seconde chance. Il y a des erreurs qui, quand tu les fais une fois, tu n'as pas de seconde chance. Et ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il met ça en avant. Alors, le deuxième titre, c'est Une vie de crabe. Une vie de crabe. Ah là, pas du tout. Aucune idée. Une vie de crabe. L'auteur est Suzanne Tanela Boni, Okay. qui est une écrivaine et philosophe ivoirienne. Okay. Elle a 69 ans. Ok, très bien, je ne connais pas. Alors, le troisième titre, c'est Les soleils des indépendances. Mais du coup, là, c'est pour le coup l'autre Amadou. Donc, on m'a dit que vous avez proposé que des auteurs ivoiriens. Au final, il me semble que ça parle de... Si, voilà, au moment des indépendances, l'un des gros soucis qu'on a eu, c'est la balkanisation du continent africain. C'est-à-dire qu'à Berlin, les gens ont décidé de saucissonner l'Afrique et de diviser les pays comme ils voulaient. Et donc, le livre raconte justement l'impact de ça dans la vie d'un commerçant qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé d'un côté de la frontière alors que sa famille était restée de l'autre côté de la frontière. Et le livre vous raconte un peu son périple, comment il a fait pour essayer de s'en sortir, le jour où il va revenir de l'autre côté de la frontière. Bref, c'est le périple finalement comme beaucoup d'auteurs de cette période-là, qui essayaient de raconter l'indépendance sous un angle ou sous un autre. Et c'était l'angle que cet Amadou-là avait choisi. Merci à vous, Philippe Simo. Merci à vous. Notre entrevue touche à sa fin. Je terminerai par cette phrase tirée du roman Qu'un billet de Bernadadier. Les rivières ont les bords les plus hospitaliers du monde. Leurs berges écoutent les rêves des hommes. À bientôt. Allez, merci à Marie-Angélienne, épouse Raoul, pour cette rubrique et ces échanges assez intéressants avec son invité. Qu'est-ce que Charles Peumont lit en ce moment? En ce moment, c'est une relecture en fait de Le Fils de la femme mâle, une œuvre magnifique écrite alors qu'il était étudiant de Maurice Bandaman, ancien ministre de la Culture francophone en Côte d'Ivoire, actuel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France, et tenez-vous bien, nouvellement élu académicien à l'ASCAD, dans le fauteuil très très précieux et prestigieux de Bernadadier. Donc Le Fils de la femme mâle, c'est un livre qu'il a écrit en fait en honneur de sa mère, que j'ai eu la grâce de connaître, voilà, qui était une brave dame. Donc, femme mâle, parce que, en baoulé, blé à soi, c'est-à-dire qu'une dame qui vraiment se bat comme un homme. Voilà, vraiment, et ce sont des modèles, de référence pour les jeunes Africains que nous sommes. Donc, il est toujours bon de toujours revoir la place de la femme dans l'éducation des enfants, certes, mais aussi dans la réussite de la société. Parce que Maurice Bandaman, fruit de cette bravoure de cette dame, voilà le très beau parcours qu'il nous offre. Et je pense qu'il n'a pas encore fini de gravir les échelons. En parlant de femmes, justement, sur la couverture de votre recueil de nouvelles, on voit une belle dame. C'est qui, cette dame? Je dirais que c'est une amie très, très spéciale qui m'a fait l'amitié de m'offrir son visage pour couvrir ce livre. Et donc, voilà, Bintou Bakayoko Kenza, une amie très, très spéciale que j'ai perdu de vue depuis quelques années. On a été très heureux, Charles Peumont, de partager ce temps d'antenne avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui remercie la RTI et je souhaite vraiment bon moment à cette émission. Comme je l'ai dit, il faudrait qu'on démultiplie les émissions de télé, radio et les articles de presse avec des journalistes formés pour vraiment décortiquer les livres, car c'est comme ça que nous allons contribuer à la promotion du livre et faire en sorte que ce soit une denrée consommable par tous les Ivoiriens au quotidien sans que cela ne choque personne.
Et c'est sur ces mots de notre invité que nous allons refermer ce numéro d'Au fil des pages, réalisé par Laria Scobon. Merci à toute l'équipe qui a permis de produire ce premier numéro de votre émission. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro d'Au fil des pages. Merci et bonne soirée sur RTI.